La part d'ombre a toujours fait partie de mon travail, je dirais même a toujours fait partie de ma vie. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, lorsqu'à la sortie de mon roman Désir d'inutile, j'ai eu une commande pour faire une conférence. Et dans cette conférence, je me suis aperçu qu'en fait, cette part d'ombre était en filigrane de mon travail depuis maintenant une bonne décennie. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin en fait? Ce bouquin c'est un petit peu l'histoire de ma vie. Alors je ne l'avais pas vu comme une part d'ombre en fait. Je l'avais vu comme un livre que j'avais besoin d'écrire, un peu pour exorciser peut-être une vie passée. Et puis j'ai compris ce que c'était que la part d'ombre. La part d'ombre, selon la définition de Jung, c'est quelque chose de très simple. Le point de départ est simple. La plupart des hommes, des femmes, ignorent leur part d'ombre. Cette part d'ombre, vous savez, c'est ce qu'on voit chez les autres. C'est le fameux les gens. Vous savez, je n'aime pas celui-ci parce qu'il est trop autoritaire, il est trop avare. Moi, je n'aime pas les gens qui parlent trop, je n'aime pas les gens qui parlent pas assez, etc., etc., etc. Cette part d'ombre, en fait, on ne lui parle jamais. Alors, ce n'est pas la partie de nous qu'on n'aime pas, c'est une partie de nous avec laquelle on ne dialogue pas. C'est pas forcément quelque chose de mauvais, quelque chose à jeter. C'est justement quelque chose sur lequel il faut mettre un éclairage. Et cet éclairage, quand on commence à le poser, eh bien on se familiarise avec. Observez juste une chose. Moi, ça a été un peu ma grande découverte. Lorsque nous avons une part d'ombre avec laquelle nous ne dialoguons pas, par exemple, on va imaginer, voilà, je n'aime pas être en colère. Et donc parfois, bien évidemment, il m'arrive d'être en colère. Que vais-je faire ? Je ne vais pas dialoguer avec cette part d'ombre, c'est-à-dire qu'en fait, je vais la laisser grandir en moi et je vais surtout faire en sorte que personne ne la découvre. Et je vais mettre au point une stratégie extrême pour que personne ne voie que je puisse être en colère. La stratégie extrême, évidemment, ça va être de ne jamais rien dire. Et en ne disant jamais rien, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'accumule, en fait, la colère en moi. J'accumule la frustration. Et puis, un jour, j'explose en colère. Et là, qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Mais tu es en colère. Tu es quelqu'un de colérique. Exactement ce que je voulais éviter. Carl Gustav Jung, L'âme et la vie. L'ombre est quelque chose d'inférieur, de primitif, d'inadapté et de malencontreux, mais non absolument mauvais. Il n'y a pas de lumière sans ombre, et pas de totalité psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection, mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y a ni progression, ni ascension. La clarté ne naît pas de ce qu'on imagine le clair, mais de ce qu'on prend conscience de l'obscur. Mettre l'homme en face de son ombre, cela veut dire aussi lui montrer sa lumière. Il sait que l'ombre et la lumière font le monde. S'il voit en même temps son ombre et sa lumière, il se voit des deux côtés, et ainsi, il accède à son milieu. Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière, et l'apathie en mouvement. Alors dans cette part d'ombre, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il y a des choses très simples. Il y a, au niveau individuel, c'est un petit peu le refus, la personnification, je dirais, du refus de ce que nous sommes dans une partie de nous-mêmes, de ce que nous avons refusé de reconnaître, d'admettre. Ça veut dire aussi qu'il y a toutes nos potentialités méconnues, d'où l'urgence de dialoguer avec cette part d'ombre. Alors, dans le livre que j'étais en train d'écrire à ce moment-là, en effet, je me rends compte que la part d'ombre, moi à l'époque, dans cette ancienne vie, avant de devenir thérapeute, je ne l'avais pas du tout apprivoisée, bien au contraire. J'en avais fait une ennemie.
Et toute la problématique de notre part d'ombre, c'est lorsque justement nous en faisons une ennemie. Alors comme je vous le disais là à l'instant, c'est une partie de nous-mêmes, et en même temps c'est le fameux les gens. Vous voyez les gens. D'ailleurs on en a construit des mythes. Regardez Dracula, Dark Vador. Ah ça, véritablement, c'est la personnification du mal incarné. Et en même temps, le fameux côté obscur, celui qu'on va rejoindre, celui qu'on ne veut pas rejoindre, celui contre lequel on va se battre, et puis finalement, lui, le Dark Vador, il va pouvoir l'intégrer. Parce que, en fait, il n'a jamais accepté cette partie de lui. Il s'est battu contre. Alors, comment Jung découvre tout ça? D'abord, il y a la littérature, et il y a un auteur que nous connaissons pour avoir écrit L'île au trésor, Stevenson, qui a écrit un roman que nous connaissons tous et que peut-être aujourd'hui, et moi le premier d'ailleurs, nous n'avons pas lu, alors je m'y suis un peu penché. Il s'agit du Dr Jekyll et Mr Hyde. Alors nous avons tous l'impression de connaître ce Dr Jekyll et Mr Hyde. Je vous la raconte rapidement, cette petite histoire. Le bon Dr Jekyll voulait faire le bien, mais il voulait faire un bien absolu, un bien total. Donc il invente une potion. Et cette potion lui permet en effet, lorsqu'il la prend, de ressentir un apaisement, une sorte de plénitude. Le fameux bien absolu. Ce que le docteur Jekyll ne sait pas, c'est que le soir, lorsqu'il s'endort, à l'approche de la nuit, il devient quelqu'un d'autre. Il devient le mal incarné. Il devient le fameux Mr Hyde. En anglais, le monsieur caché, la part cachée, l'ombre. Plus Mr Hyde va se développer, moins le Dr Jekyll va s'en rendre compte. Et plus le Dr Jekyll va s'endormir tôt, plus Mr Hyde va prendre de la place. Et un beau jour, nous découvrirons que le bon Dr Jekyll a disparu, mais que dans le Londres inconnu, mystérieux et sombre, des meurtres d'une atrocité incroyable sont commis. Là nous avons l'exemple absolu. À ne pas discuter avec notre part d'ombre, à vouloir la masquer, à vouloir prendre ce filtre pour qu'elle n'existe pas, eh bien celle-ci se développe absolument, jusqu'à l'atrocité ou jusqu'à l'insupportable. Alors il va donc falloir que nous nous familiarisions avec cette part d'ombre et que nous n'ayons plus peur d'elle. Alors la question est de savoir, mais comment éclairer tout ça? En fait, Jung nous donne une information importante. Il nous dit, on ne s'éclaire pas en imaginant la lumière, mais en rendant les ténèbres bien plus conscientes. Donc, il va nous falloir retrousser nos manches et aller au plus profond de nous-mêmes pour essayer de nous comprendre et de nous connaître. Alors, à quel moment cette part d'ombre, que d'ailleurs on va pouvoir assimiler à la partie inconsciente quelque part, puisque c'est une part qui est à la fois le refoulement, comme disait Freud, mais aussi une capacité de grand potentiel, comme disait un autre psychiatre, il s'agit de Milton Erickson. D'ailleurs, ma pratique de la psychothérapie m'ayant emmené relativement vite à la pratique de l'hypnose, il est vrai que la partie de l'inconscient se révèle d'une façon assez incroyable dans ces moments-là. Donc la partie inconsciente, on va l'assimiler avec bien sûr de la subtilité à la part d'ombre. Et on va essayer de la connaître et de la comprendre. C'est-à-dire qu'il va falloir non pas qu'on affronte, mais qu'on fasse l'énumération de ce que nous voulons mettre sous la moquette en permanence, afin d'essayer de le comprendre, et puis de l'apprivoiser encore une fois, et d'en faire un peu notre quotidien. Donc, afin de mieux se familiariser avec cette part d'ombre, il va nous falloir nous connaître un peu mieux, un peu plus. L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, Robert Louis Stevenson. De jour en jour, et par les deux côtés de mon intelligence, le moral et l'intellectuel, je me rapprochais donc peu à peu de cette vérité, dont la découverte partielle a entraîné pour moi un si terrible naufrage, à savoir que l'homme n'est en réalité pas un, mais deux. Je dis deux parce que l'état de mes connaissances propres ne s'étend pas au-delà. D'autres viendront après moi qui me dépasseront dans cette voie, et j'ose avancer l'hypothèse que l'on découvrira finalement que l'homme
et formée d'une véritable confédération de citoyens multiformes, hétérogènes et indépendants. Je songe parfois que si nous avions cette connaissance, si nous savions tout, nous n'aurions d'autre désir que de disparaître. Difficile de le décrire, il y a quelque chose de bizarre dans son apparence, quelque chose de déplaisant, d'absolument détestable. Jamais je n'ai rencontré d'homme qui m'ait inspiré un tel dégoût. Et pourtant, je n'arrive pas à dire pourquoi, je pense qu'il est atteint d'une sorte d'infirmité, et je serais bien en peine de vous dire laquelle. C'est un homme d'une apparence extraordinaire, et cependant, je ne saurais vous dire en quoi précisément il est extraordinaire. Non, mon cher, il n'y a rien à faire, je suis incapable de vous le décrire. Donc le roman s'appelle Désir d'inutile, il est sorti il y a quelques mois. C'est un roman qui est semi-autobiographique. Oui, d'ailleurs je donne pas la partie autobiographique, je préfère dire semi, ça m'arrange un peu. C'est vraiment la rencontre avec ma part d'ombre. C'est l'histoire d'un homme qui vit dans un monde de médias, qui travaille dans l'édition, et qui a, de par sa propre enfance, un besoin, une nécessité impérieuse d'être en pleine lumière. Donc pour ça, il va aller jusqu'à trahir, il va aller jusqu'à se trahir aussi la femme qu'il aime, et puis ensuite il y a une sorte de rédemption, et puis il y a une fin, voilà. Il y a des gens qui meurent, est-ce que les morts sont véritablement ceux qu'on croit? Est-ce qu'on peut revenir à la vie? Tout est une histoire de symboles. Alors écrire ce roman a été à la fois, comme je le disais tout à l'heure, une forme d'exorcisme, mais aussi une sacrée souffrance. Rencontrer sa part d'ombre, c'est ne pas avoir peur d'aller à la rencontre de sa propre souffrance et puis de son côté obscur. Désir d'inutile, Pascal Dion. Je ressentais une sorte de surprise. Voir ma tête en couverture de tous ces magazines dits culturels et tendances. J'errais dans ces bons vieux relais où on se précipite en gaspillant son fric pour patienter et acheter n'importe quoi, pour s'ancrer dans son départ, sa destination. En d'autres temps, j'aurais regardé ça avec amusement, de la distance, et le cynisme des dîners en ville. Enfin, pas trop non plus, parce que j'avais malgré tout fait tout cela pour ça, oui. Je m'étais battu pour atteindre la gloire illusoire, les fausses compagnies. Là, je me regarde et je vois quelqu'un d'autre. Je ne suis plus cet homme qui a eu la chance un jour de publier un roman de gare qu'on a pris pour du talent, à l'état brut, alors que ce n'était qu'une sourde parodie. Enfin, le tout Paris aime se lire. En effet, après mon parcours d'éditeur, j'étais devenu journaliste et puis écrivain populaire à mon goût, pas terrible, mais bon vendeur, pour ceux qui me publiaient. Maintenant, il y a le secret, je suis un autre, il y a ce que je sais, ce qu'ils ont fait de moi, ce que j'ai fait. Pourras-tu un jour me pardonner? Ma mort imminente ne pèse rien face à ce qui va demeurer, si je me tais. En plus, si on revient sur le concept de Jung sur la part d'ombre, alors c'est intéressant bien sûr sur un point de vue psychanalytique, la psychanalyse des profondeurs dont il est le père, mais je crois que c'est aussi important sur un point de vue métaphysique. Moi, ça me fait penser personnellement vous savez, aux contes de fées. On raconte des histoires à nos enfants, eux-mêmes découvrent des histoires à travers les dessins animés, et puis rappelez-vous, il y a toujours une personnification du mal. Mais en même temps, le mal n'est pas complètement mal. Il y a une possibilité derrière. Et je crois que c'est cette possibilité qui nous est offerte lorsque nous rencontrons notre part d'ombre. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Si j'ai peur de me mettre en colère, je vais donc masquer en permanence quelque chose, c'est-à-dire que je vais éviter donc de montrer mes émotions. Et puis je vais tout accepter avec beaucoup de frustration à l'intérieur, mais je vais quand même le faire parce que je vois que en tenant comme ça, j'ai l'impression que je ne serai jamais en colère, et pourtant cette colère se nourrit en permanence. J'ai peur de déplaire, alors je vais dire oui, je vais ne plus oser m'affirmer ou ne pas oser m'affirmer, et je vais comme ça détruire petit à petit mon estime de moi-même, jusqu'au jour où je ne vais plus pouvoir le supporter, et en ne le supportant plus,
je vais exploser. Alors là, on voit en effet que une des possibilités de pouvoir dialoguer avec sa part d'ombre, c'est l'affirmation du soi. C'est-à-dire qu'en fait, on va accepter de déplaire. Accepter de déplaire, c'est accepter la réaction de l'autre, le comportement de l'autre. Je te dis non, et je suis d'accord pour que, puisque je te dis non, puisque je ne suis pas d'accord avec toi, tu l'exprimes, même d'une façon, entre guillemets, brutale. Ça signifie que je ne vais plus avoir peur de ne pas être aimé. Je sais que si tu n'es pas content de ce que je suis en train de dire, ça ne veut pas dire que tu m'aimes plus, ça veut dire simplement que tu exprimes quelque chose. Et voilà ma part d'ombre qui commence à devenir plus familière. Je commence à ne plus avoir peur de moi-même, c'est-à-dire un peu de la réaction de l'autre, puisque la part d'ombre, rappelez-vous, hein, c'est un peu les gens, ce que je n'aime pas chez les autres. Donc en fait, je vais m'affirmer doucement, fermement, je vais accepter de déplaire, je vais accepter la réaction de l'autre, et puis je vais commencer à caresser ma part d'ombre jusqu'à commencer à vivre avec. Le roman Désir d'inutile se termine sur... je ne vous dis pas exactement comment ça se finit, mais il se termine sur une promesse. C'est une promesse que le personnage principal se fait. C'est la promesse de s'accepter. La promesse de s'aimer lui-même. Voilà. Alors s'aimer non pas d'une façon nombriliste, mais accepter toutes les parties de lui. En fait, si je pouvais faire une petite conclusion, je dirais que travailler sa part d'ombre, l'accueillir, c'est accepter toutes les parties de nous-mêmes. C'est enfin nous aimer tels que nous sommes.